Salut les pros. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser du HTML et du CSS pour pouvoir créer une telle application web aussi beau et assez génial comme mon site bipo.fr. Donc, restez scotchés parce que le cours va être consacré au HTML et au CSS et toutes les connaissances fondamentales dont vous devrez connaître. Comme vous pouvez bien savoir, le développement web est divisé essentiellement en deux parties, le front-end et le back-end. Donc le front-end, c'est cette partie que nous sommes en train de voir bien évidemment ici devant notre navigateur. Et la partie back-end, c'est lorsque vous entrez l'URL du site sur le navigateur, comme par exemple bipro.fr. Ce site n'est pas sur votre navigateur, donc c'est hébergé quelque part dans un serveur qui est un autre type de machine plus puissante et qui peut servir des multiples requêtes ou des multiples demandes des utilisateurs. Donc ça peut servir autant d'utilisateurs que possible et ces serveurs généralement hébergent le contenu de votre site web en question. Donc cette partie-là, ça s'écrit avec d'autres langages bien spécifiques qui ne sont pas les HTML et le CSS. Et pour faire les choses simples, nous n'allons pas parler du back-end ici. Donc, nous allons tout simplement nous concentrer sur le front-end et le back-end. Donc, plus clairement, nous allons apprendre le HTML. Et pour devenir un développeur front-end, il faut bien maîtriser le HTML et le CSS pour être capable de faire des choses comme il se doit. Donc, allons-y et parlons des outils que vous avez besoin pour pouvoir commencer dans le développement du langage HTML et du CSS. Bon, c'est vrai que proprement dit, le HTML et le CSS ne sont pas des langages, c'est juste des outils ou des langages, mais pas assez solides parce que c'est presque interprété. C'est interprété par notre navigateur. Et pour les écrire, pour écrire du code, nous avons besoin de ce qu'on appelle un éditeur de texte. Et à nos jours, l'éditeur de texte le plus utilisé et le plus recommandé, dont moi je vous recommande, c'est Visual Studio Code, qui est cet éditeur écrit et développé par Microsoft, la grande entreprise mondiale dont tout le monde connaît. Et ça nous donne une autre vision, une autre façon d'écrire le code. C'est assez flexible, assez beau et vraiment designé pour ça. Donc, nous allons, pour ceux qui n'ont pas, aller sur le site code.visualstudio.com et puis choisir notre version selon notre système d'exploitation et puis télécharger. Je ne vais pas le faire parce que j'ai Visual Studio Code déjà installé sur ma machine. Une fois que vous l'avez installé, vous l'ouvrez et vous avez quelque chose de ce genre. Et pour commencer, nous aurons peut-être besoin de certains plugins ou extensions qui viennent avec cet éditeur de texte. Pour ouvrir cette extension, vous pouvez peut-être appuyer sur CTRL-SHIFT-X et là, vous pouvez bien voir que pour installer un plugin, vous faites juste la recherche. Pour un début, nous allons d'abord installer un qui s'appelle Live Server. Ce Live Server, c'est un serveur intégré dans cet éditeur de texte VS Code qui vous permettra, donc comme j'ai parlé des serveurs tout à l'heure et que je vous ai dit que c'est des machines puissantes, pour que nous on développe, ces machines puissantes coûtent extrêmement cher. Pour que nous puissions développer aisément ici en local, ça veut dire sur notre ordinateur, il va nous falloir une sorte de simulation qui fait comme si notre machine était un serveur, parce que en réalité c'est des serveurs qui savent comment traiter des pages web et des requêtes web. Donc pour cela, ici nous allons utiliser ce serveur qui est intégré dans l'éditeur de texte VS Code et ça s'appelle Live Server. Donc quand vous cliquez, vous pouvez bien voir que près de 9 millions, presque 700 000 personnes ont déjà installé. Comme vous pouvez voir ici, c'est en train de dire que j'ai déjà installé, sinon vous aurez plutôt installed. Mais pour l'instant, c'est uninstall parce que c'est déjà installé. Donc, je ne vais pas le désinstaller. Pour le cas chez vous, vous allez juste cliquer sur le bouton
installed. Et puis ça va installer le plugin. Après, peut-être un redémarrage de Visual Studio Code, ce serait tout. Donc après ceci, nous aurons encore besoin d'une autre extension qui s'appelle Prettier. Ce Prettier, voilà, vous pouvez voir que c'est déjà installé par près de 10 500 000 personnes. Et ce Prettier vous aide à formater votre code HTML que vous écrivez ou CSS et tout ça, de telle façon que c'est assez lisible et ça vous empêche de faire des erreurs à tout moment. Donc les deux plugins sont déjà installés bien évidemment chez moi, donc je peux fermer et puis je rentre encore ici sur l'explorateur des fichiers. Donc lorsque nous commençons un projet VS Code, il va nous falloir aller sur un dossier dans notre machine et puis créer sur New, créer un dossier et puis nommer votre dossier. Je vais appeler mon dossier HTML et CSS. Voilà. Pour ouvrir mon projet dont je viens de créer dans Visual Studio Code, je viens ici dans l'explorateur des fichiers et je clique sur. Je viens ici et je clique sur Add Folder et je pars dans mes documents où le projet est en réalité stocké. Et puis vous ouvrez le projet. Ici chez moi, c'est ça, HTML plus CSS. Et une fois que vous cliquez là, votre projet est ouvert. Et la première des choses, c'est de pouvoir créer votre tout premier fichier HTML qui est, et vous nommez index.html. Donc, comme vous pouvez bien voir, vous appuyez sur Entrée et là, vous êtes prêt, vous avez créé votre tout premier fichier HTML. L'extension, c'est .html, comme bien précisé ici. Et comme vous pouvez bien voir, c'est dans mon dossier HTML plus CSS. Donc, je peux dérouler ça ainsi et puis je choisis le fichier. Je peux commencer à écrire mon tout premier code HTML. Pour commencer, je commence avec doc type et je puis la HTML. À la suite, je crée une balise HTML comme vous pouvez bien voir ici et je ferme la balise. Voilà, VS Code m'aide à fermer la deuxième partie ici. Déjà, il faut connaître que lorsqu'on est dans un fichier HTML, on parle des balises et c'est un terme à bien retenir, les balises ou à comprendre. Tout fichier HTML est composé des balises et une balise, c'est tout simplement cette partie qui est ouverte et fermée. Que veut dire une balise ouverte et une balise fermante? Bon, je ne sais pas si c'est le bon terme. Une balise ici, on l'ouvre une balise en HTML en mettant par exemple le signe inférieur ou égal. Ici, je vais mettre une balise qui doit être à l'intérieur de notre balise HTML. Cette balise s'appelle head, qui veut dire l'entête. Et comme vous pouvez bien voir, pour fermer une balise, si il n'avait pas auto-complété, je pouvais bien juste faire ça. Et lorsque j'ouvre encore le signe inférieur ou égal, je mets ceci. Là, j'ai ouvert et fermé une balise. Et cette balise s'appelle head. J'entre à l'intérieur et je mets encore une autre balise qui s'appelle titre. Et ici, on définit le titre de notre page. Cours complète du HTML plus CSS. Voilà. Là, on a fini avec la balise titre. Il faut créer une autre balise qui s'appelle le body. Et cette balise, c'est une balise essentielle où nous écrivons presque tout notre code HTML. Pour faire plus simple, je vais d'abord essayer de cacher cette partie qu'on appelle l'explorateur de fichiers. Donc, en cliquant ici ou en appuyant sur CTRL B. Donc, si j'appuie sur CTRL B, ça revient. Si j'appuie sur CTRL B, ça se cache pour plus de lisibilité. Et ici, nous allons écrire notre tout premier élément HTML. Donc, et l'élément HTML, c'est toujours une balise HTML, mais avec plus d'autres choses comme le contenu pour la balise que je vais dire salut les pros. Et ici, je vais mettre quelque chose en utilisant toujours un autre plugin que j'appelle généralement
emoji pour pouvoir mettre ce type d'icône. Donc, si je mets encore Fire, en mettant juste 2 points, et puis Fire, on peut arriver même Rocket. Voilà, c'est tout. Et là, nous venons de créer notre première page HTML ou notre tout premier page web fondamentale. Donc, nous venons de créer notre tout premier page web, aussi simple tel que soit. Donc, pour se rassurer que tout a bien marché, il faut ouvrir cette page web dans un navigateur. Et comment on le fait? On vient juste quelque part, n'importe où sur le fichier HTML et on fait un clic droit. On dit Open with Live Server. Donc, où on appuie sur CTRL ALT O. Donc, ouvrir avec notre serveur qu'on a installé comme extension tout à l'heure. Donc, précédemment, je vais dire. Je clique dessus. Boum! Et vous voyez que le serveur a été bien allumé avec notre élément HTML Salut les pros et nos super emojis qui sont assez excitants. Voilà. Vous venez comme ça de créer votre toute première page web. Si on vient ici et on dit, on crée un autre paragraphe en disant ça c'est notre tout premier paragraphe HTML. Si on fait ceci et on revient sur notre navigateur, boum, c'est super. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que vous faites une petite modification, ça veut dire que vous écrivez une nouvelle ligne ou vous changez quelque chose comme ici. Comme ici par exemple. En changeant par exemple, salut, ceci est notre tout premier paragraphe HTML. Là, on vient de faire une modification. Comment on doit faire? Normalement, on doit venir ici sur Fichier. On clique sur Enregistrer. Pour que nos modifications soient enregistrées et on vient ici, on recharge le navigateur, le fichier, notre page web au niveau du navigateur. On rafraîchit pour que les modifications soient reflétées. Mais avec notre extension Live Server, avec cette extension Live Server, il le fait automatiquement. Il fait ce travail-là à notre place. Donc, si je reviens là, c'est juste pour vous expliquer que une fois que vous avez modifié votre fichier HTML, il va falloir enregistrer. Et pour ça, il y a une autre fonctionnalité qui vient avec Visual Studio Code. Vous allez sur File et puis vous descendez, vous allez voir Autosave qui veut dire enregistrer automatiquement à chaque modification. Donc, quand vous cochez cet outil ou cette option et à chaque fois que vous faites des modifications ici, votre code est modifié. Par exemple, si je reviens là, je viens de décocher cette option et si je reviens ici, je mets encore quelque chose comme un H2. Un H2. Donc, je peux mettre juste H2 et je mets là hello, ça ou ceci, c'est un H2. Là, vous pouvez bien voir que notre code, même si on rafraîchit ici, rien ne se passe. Parce que ce n'est pas enregistré. Et si on veut que ça se passe, que ce soit enregistré, je vais faire CTRL S ou fichier enregistré. Et lorsque je fais cela, si je rentre, rafraîchis notre page, voilà, vous pouvez bien voir que les modifications ou les changements qu'on vient de faire ont reflété. Voilà. Et pour simplifier cette tâche ou pour automatiser, nous allons aller sur File ou Fichier pour les francophones et cliquer sur Autosave. Donc, et là, la case est cochée et à chaque fois que nous faisions des modifications, ces modifications sont bien reflétées ici directement sur notre navigateur, recharge la page et ça met avec nos dernières modifications. Voilà, super. Donc, mais vous pouvez bien voir que je pouvais toujours faire ceci. Je pouvais mettre tout ceci sur une même ligne. Et la seule différence, c'est que
ici, le code n'est plus assez lisible. On peut facilement oublier de fermer une balise quelque part et tout ça. Comment on peut faire pour que ce soit plus structuré? Si vous vous rappelez, on a également installé un plugin qui s'appelle Prettier. Et ce Prettier nous permet de formater notre code et nous permet de... À chaque fois qu'on écrit, tout est bien formaté, donc tout est bien structuré ici. Et pour ça, je peux aller juste sur View, j'appuie sur Command Palette et j'appuie Format. Là, je dis Format Document. Vous voyez que le document est directement formaté, en fait bien structuré et tout est bien lisible. C'est ça, le rôle du plugin qui s'appelle Prettier. Là, nous avons vu comment créer notre document HTML de façon fondamentale. Maintenant, avec VS Code, nous pouvons juste effacer tout ceci. Et lorsqu'on crée notre fichier, la seule chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir mettre un point d'exclamation. Et lorsque je mets point d'exclamation, vous voyez Emmet Abbreviation. Emmet, c'est un autre plugin, mais qui est préinstallé lorsque vous installez Visual Studio Code. Et lorsque je mets tout simplement point d'exclamation et j'appuie sur Entrée, boum, vous pouvez voir la magie. Presque tout a été pré-écrite ou pré-rempli dans notre fichier HTML. La seule chose qu'il faut commencer, vous voyez bien que le curseur rentre dans notre balise body. Il faut juste commencer à écrire nos fichiers HTML, nos éléments HTML ici. Hello les pros. Voilà, je mets notre rocket. Et là, si on rentre encore, vous allez voir que notre page est bien là. Là, c'est super. Vous pouvez voir. Donc, nous, on va utiliser presque tous ces avantages qui viennent avec VS Code, particulièrement parlant de Emmet, E-W-M-T. Donc, allez, assez pour le HTML. Rentrons dans les bases du CSS maintenant. Le CSS. Donc, le CSS, c'est encore la partie du web qui permet de rendre vos pages web plus beaux ou d'ajouter la beauté sur des pages web. Comme vous avez bien sûr, le HTML vous donne la structure. Si on rentre dans le cas par exemple de la vie réelle, un bâtiment qui est fait des poteaux, des dalles, presque des papins et presque crépus, ça forme la structure du bâtiment. Et c'est déjà assez solide au point où on voit la forme. Maintenant, c'est le même cas avec le HTML. Le HTML représente presque la structure fondamentale, structure solide d'une page web. Et lorsque vous avez votre maison, il faut mettre la peinture, les carreaux, les portes et tout ça. Ça, c'est la beauté. Donc, pour le cas du HTML, il faut mettre des couleurs, changer la taille de la police, mettre la police en gras et tout ça. Ceci se fait avec ce qu'on appelle le CSS. Et comment fait-on pour ajouter le CSS à une page web? Donc, on vient ici dans l'entête que je vous ai dit que ça s'appelle le head. Dans l'entête et on met une autre balise qui s'appelle style. Donc, je vais mettre tout simplement style. Et avec Emmet, je peux auto-compléter. Et ici, à l'intérieur, je peux sélectionner cet élément HTML. Comment fait-on pour sélectionner un élément HTML? On utilise plusieurs types de sélecteurs, s'il faut l'appeler ainsi. Donc, je peux sélectionner cet élément en utilisant le nom de la balise qui est H1. Et je mets ces accolades et à l'intérieur, je peux écrire la propriété CSS qui est couleur, color en français, en anglais. Et puis, je donne peut-être red. Si je mets point virgule, là, vous voyez que mon code est déjà... si je rentre dans le navigateur, super, vous voyez que notre texte qui est dans la balise ou dans l'élément H1 a été mis en rouge. Donc, si je change la couleur, je mets par exemple green. Directement, ça reflète la couleur verte. Donc, ça, nous venons de faire ce qu'on appelle un CSS intégré à la page HTML. Mais plus généralement, on peut utiliser toujours ça pour pouvoir... Donc, également, rentrons d'abord avec les sélecteurs encore. On peut également sélectionner cet élément
plutôt en ajoutant ce qu'on appelle un attribut HTML, comme par exemple une classe, j'appelle ça titre. Je peux également, si je rentre là, ça donne. Si je reviens ici et je change ceci, le sélecteur qui est le nom donc, de la balise en mettant plutôt le nom de la classe. Voilà, j'ai mis title en anglais qui pouvait être peut-être titre. Si je reviens ici, je mets titre. Là, vous allez voir que rien n'a changé. Même si je change la couleur, je mets là bleu. Voilà, vous avez tout compris. Blue. Donc, vous avez tout compris. La couleur change directement et ça devient bleu. C'est exactement ça. Donc, je viens de sélectionner. Il y a encore un autre type de sélecteur qui s'appelle le ID, qui permet de pouvoir identifier ou de pouvoir sélectionner un élément HTML de façon unique jusqu'à ce que plus aucun autre élément ne peut avoir cette même ID. Donc, si je mets là, je peux toujours appeler ça title ID par exemple. Et comment fait-on pour sélectionner un élément au niveau du CSS avec un ID ou une identité, un identifiant? On met plutôt dièse devant le nom qui est dans notre attribut ID. Et ici, on peut mettre des choses comme font size. Comme font size. Et on lui donne une certaine taille. Une taille qui veut dire comme la taille de la police. Si je mets par exemple 40 ou même 42 pixels. Pixel, PX ici veut dire pixel et c'est une unité de longueur dans le CSS qui vous permet de dire, ok, par exemple, on dit 42 cm, 42 mètres et tout ça. Donc, si on revient là, si vous regardez bien, la taille ici a changé. Si vous ne le voyez pas bien, si je mets là, par exemple, à 72, vous allez bien évidemment voir que super, la taille a bien changé. Là, on vient de sélectionner notre élément avec l'ID et on a donné la taille 72. Si j'essaie de commenter, vous voyez, je viens de commenter le code. Lorsque vous commentez un code dans un programme ou dans du code HTML ou CSS, lorsque un code, une partie du code est commentée, donc à partir de la ligne 8 jusqu'à 10, ceci est commenté et ça n'aura plus aucun effet lorsque notre navigateur va essayer de charger la page. Si vous regardez bien, la couleur bleue est partie parce que la classe CSS que nous l'utilisions ici pour sélectionner l'élément H1 et lui donner la couleur bleue a été commentée. Donc, si je reviens là, c'est encore réactivé et c'est bon. Si je mets encore H1 juste pour rappel, pour lui donner maintenant une sorte de texte transform, je lui dis opaque. Ça, je viens de sélectionner toujours cet élément où tous les H1 qui sont dans la balise body, parce qu'on peut écrire autant qu'on veut de balises HTML dans le body ici, et c'est justement ce que nous allons passer la plupart de notre temps à faire ici dans ce tutoriel. Donc, si vous regardez bien H1, je viens de transformer le texte en majuscule et si on rentre là, hello les pros, super. Donc, le texte revient en majuscule. Voilà, dans la leçon précédente, nous avons vu comment mettre sur pied une page web basique. Donc, cette fois-ci, nous allons essayer de mettre les choses un peu plus propres au niveau du CSS. Donc, on va déjà commencer par, parce que dans un projet réel, on n'écrit pas du code CSS dans notre HTML. On va essayer de séparer ça dans un fichier à part et puis lier ce fichier CSS à notre page HTML. Pour cela, on ouvre d'abord notre explorateur de fichiers. Ici, je vais créer d'abord un dossier ici dans notre HTML plus CSS et je vais appeler ça Asset. C'est juste une appellation généralement qu'on refait sur tous les fichiers ou dossiers qu'on voudrait utiliser pour rendre notre page plus beau et des images et tout ça.
Parfois, on ajoute du CSS, du JavaScript et des images. Donc, à l'intérieur de notre asset, je vais créer un fichier, un dossier appelé aussi CSS. Vous avez bien remarqué que lorsque je clique sur ceci, c'est pour créer un fichier. Ici, c'est pour créer un dossier. Donc, une fois dans mon dossier CSS, je peux créer un fichier qui s'appelle style.css. Voilà. Donc, dans le style.css, je vais juste copier ou couper le CSS qu'on avait précédemment et je vais supprimer les balises style. Cette fois-ci, comment je fais? Donc, j'ai déjà ma page CSS et j'ai mon HTML. Comment je fais pour lier mon CSS à ma page HTML? Comme vous pouvez bien voir ici, le HTML n'est plus stylisé. Donc, pour le faire, j'utilise une autre balise qui s'appelle link. Cette fois-ci, vous pouvez bien voir que link n'a pas de balise fermante comme presque la majorité ici qu'on utilisait depuis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines exceptions parce que idéalement, une balise HTML doit être ouverte et fermée. Donc, une fois que c'est ouvert comme ici, on a ajouté des attributs. Elle doit être, la balise doit être également fermée juste en mettant là-bas le // comme vous voyez ici. Là, ces balises même comme meta, caractère 7, UTF-8 n'a pas de fermeture aussi. Même la balise meta, viewport, ce n'est pas fermé. Donc ça, c'est des exceptions en commençant déjà par link qui nous permet de lier un fichier HTML, un fichier CSS extérieur à notre fichier HTML, à notre fichier HTML. Comment ça se fait? Ici, dans href, on met la référence l'URL qui refait, donc qui donne la localisation du fichier par rapport à la racine de notre projet. Vous savez, notre projet, c'est dans le dossier HTML. Vous pouvez bien voir que dans le dossier HTML, on a d'autres dossiers. On a un dossier qui s'appelle asset. Vous voyez, pour arriver ici, on doit entrer d'abord dans le dossier asset et une fois à l'intérieur, on entre dans un autre dossier qui s'appelle CSS avant de voir notre fichier qui s'appelle style.css. Donc ici, pour ce faire, je dois mettre d'abord asset et puis je mets slash. Ça me propose déjà l'éditeur de texte me propose déjà et lorsque je mets CSS, je peux maintenant voir mon fichier CSS. Cette fois-ci, si vous rentrez encore sur la page, vous allez voir que le style vient d'être réappliqué. Boum, super. Donc, pour vous, et là, tout ce qui reste à faire cette fois-ci, c'est de pouvoir commencer le travail proprement dit avec du HTML. Donc, je reviens ici et je supprime d'abord tout ce qui est ici pour mettre tout au propre. Et là, je mets également tout ce qui est ici au propre. Là, notre page est tout vide. Déjà, on va commencer par les premiers balises HTML qui nous servent à créer des titres dans une page HTML. Donc, HTML nous donne la balise H1, titre 1. Et là, je peux utiliser Shift Alt de mon clavier pour créer et puis la touche, la flèche du bas pour créer les autres. Ici, par exemple, c'est un H2, H3, H4, H5 et H6. Voilà. Cette fois-ci, on parle ici de H2, H3, H4, H5 ou titre 5 et titre 6. Lorsque nous écrivons tout ceci, vous voyez que c'est nos balises ouvertes et fermantes. Donc, si on revient là, super. Vous voyez bien que le titre H1 est vraiment plus gros en termes de taille de la police et H2 ainsi de suite. Plus on grandit en chiffres comme H1, H2, H3, H4, plus le texte diminue de taille de police. Là, c'est pour faire des textes, c'est pour
représenter des titres dans une page HTML. Notez bien, toute page HTML devrait avoir essentiellement un H1 et ce H1 doit comporter le texte le plus important de votre page. Donc généralement vous pouvez avoir plusieurs H2, plusieurs H3 et voire même peut-être H4 et H5, mais tout devrait être hiérarchique. Dans un H1 ou dans un bloc qu'il y a un H1, les sous-titres peuvent être seulement H2, H3 et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas avoir dans un bloc où il y a un titre H2 et quelque part en dessous de ça, on a des H1 encore. C'est pas possible. Donc, en fait, c'est possible, vous le faites, ça va bien marcher, mais sauf que ça va à l'encontre des règles du HTML et surtout de ce qu'on appelle le SEO pour Search Engine Optimization, pour pouvoir mieux gérer le référencement de votre site lorsque les gens font des recherches sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Donc, également, on peut utiliser, déjà ici, on peut utiliser le CSS pour changer la taille des polices, mais principalement ou basiquement, c'est déjà ça, les titres. Donc, si on rentre ici, on met peut-être des paragraphes, 8p, et j'utilise par exemple l'orem. Je mets là, mon clavier vient d'être changé par erreur en anglais. Là, si je mets l'orem, je mets 100, ça va me générer du code par défaut et l'orem est également préconfiguré dans Visual Studio Code. Si vous rentrez là, vous pouvez bien voir que j'ai un titre 1 et j'ai un titre 2. Je peux même avoir plus d'un titre 2. Numéro 1 et peut-être je fais un duplicata numéro 2. Donc ici, je peux aussi mettre un certain P pour paragraphe l'orem. Cette fois-ci, je mets 50. Et je continue ainsi. Si vous rentrez ici, vous allez bien voir que on a notre titre principal et les sous-titres ici. Là, c'est déjà bon. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que nos pages sont un peu trop touffues quoi. Donc, si je veux rendre ce titre plus intéressant, je peux changer déjà le texte peut-être en disant notre titre principal de la page et sous-titre 1 sous-titre 2 et ainsi de suite pour les autres titres. Donc là, je vais les supprimer et lorsque je rentre là, on a tout qui est clair. Là, cette fois-ci, je vais essayer de créer un peu du vide depuis les bordures de notre page. Pour commencer, je viens ici dans mon CSS. Généralement, ayez cette habitude de commencer toujours votre page, votre style en sélectionnant tout et en leur donnant un margin de 0, un padding de 0. Le margin ici, c'est les bordures extérieures et le margin, le padding, c'est les bordures intérieures. Là, maintenant, si je viens ici, généralement, on met aussi box sizing, on met border box pour que ça essaie de bien délimiter les contours. Vous voyez que quelque chose a changé. Tout est bien coincé sur les bordures extérieures ou en fait sur les bordures de notre navigateur que l'on voit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les margins qu'on vient de mettre et les paddings ont réinitialisé la page à 0. Donc cette fois-ci, je vais essayer de cibler. Voilà. Si nous voulons donner un style à tous les balises que nous venons de faire sous forme globale, je vais déjà créer ce qu'on appelle un div pour les divisions. La balise div
nous sert à pouvoir grouper un ensemble d'éléments HTML et pour pouvoir les styliser globalement. Donc, je vais commencer par mettre un attribut classe et puis je vais dire box, par exemple. Ici, je vais pouvoir commencer par un point pour dire je suis en train de sélectionner l'élément qui a la classe, qui a l'attribut classe avec pour valeur box dans mon fichier HTML, d'où le fichier ci est actuellement lié. Donc, et je vais pouvoir, vous voyez, pour l'instant, rien ne s'est passé. Si je vais maintenant et je mets un padding de disons 50 pixels, vous allez voir directement que ça crée du vide à l'extérieur, en fait à l'intérieur, parce que si je mets cette box, si je lui donne des bordures, on utilise cette propriété CSS qui s'appelle border et on donne 3, ça accepte 3 valeurs. La première, c'est le type de ligne. Généralement, on utilise les lignes solides et l'épaisseur des bordures, je peux mettre 2 pixels. Comme je vous ai dit, les pixels, c'est l'unité de mesure ici. Et je vais mettre comme couleur 555. Ici, 555, c'est un code couleur. On appelle ça des codes couleur CSS. On commence toujours par l'astérisque et puis on met, donc nous allons entrer en profondeur quand on va parler des codes couleurs. Si vous rentrez cette fois-ci, vous regardez, vous pouvez bien voir qu'il y a les bordures, mais sauf que ces bordures touchent directement les bordures de notre navigateur parce qu'on a créé plutôt un padding. Le padding crée plutôt un vide à partir des bordures, mais de l'intérieur. Si on met maintenant les margins, ça crée un vide à partir des bordures, mais de l'extérieur. Donc regardez bien. Je vais mettre cette fois-ci margin de, disons, 40 pixels. Ça va donc créer un bordure extérieur. Vous voyez, ça c'est 40 pixels, ça c'est 40 pixels, ça c'est 40 pixels. Et ici également c'est 40 pixels. Vous voyez déjà qu'on a une boîte. Là, on vient d'avoir quelque chose, on vient d'apprendre deux choses. Les titres, les paragraphes. Et utiliser le CSS pour créer une sorte de vide à l'intérieur et à l'extérieur. Donc à l'intérieur, padding et à l'extérieur, margin. Donc cette fois-ci, parlons un peu si on veut avoir plusieurs pages, qu'est-ce qui se passe? Donc supposons par exemple qu'on veut créer une autre page HTML. Donc, on va appeler about, à propos de nous, ou à propos, et .html, comme bien évidemment, j'appuie là, et comme je vous ai dit au départ, je mets juste mon point d'exclamation et j'appuie sur Entrée. Là, j'ai ma page about, ou à propos. Cette fois-ci, on veut mettre juste un peu un H1 pour dire à propos de nous. Mais sauf que si on revient ici, rien ne se passe. Mais regardez quelque chose, si je change l'adresse ici au niveau de mon navigateur et j'appelle ça à propos.html, j'appuie sur Entrée, vous voyez que cette URL retourne la page à propos avec son contenu. Voilà. Comment le faire pour que lorsque vous cliquez sur un lien comme vous avez l'habitude de faire sur les pages web et ça passe sur cette page à propos, je peux juste venir sur ma page index.html, j'essaie de, à l'entête ici, je crée ce qu'on appelle un lien et les liens en HTML se créent avec une balise qui s'appelle la balise A. Donc je mets juste A et vous pouvez bien voir qu'on a encore href. On a vu href où? Ici dans ligne. Vous voyez que href nous permet encore hyperreference. Donc ça nous permet encore de pouvoir lier cette page à l'autre page HTML. Ce qui va se passer, on va mettre ici aller à la page à propos. Mais sauf que c'est pas encore tout. Si on revient ici, vous voyez au moins quand même déjà le lien qui dit aller à la page. Mais si on clique là, rien ne se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter le lien
qui nous ramène à la page en question. Ici, on a plusieurs types de liens. On peut avoir les liens relatifs, les liens absolus. Et les liens relatifs ici réfèrent aux liens qui sont toujours dans notre site. Donc, vous pouvez bien voir que dans notre dossier HTML, on a le fichier index et on a le fichier à propos. Donc, ils sont tous dans le même dossier. Et pour cela, on peut directement mettre le nom de la page HTML sans plus essayer de modifier quoi que ce soit, sans essayer d'entrer dans un dossier et tout ça. Donc, je veux dire bien, si nous on rentre ici, on peut bien voir que les deux sont dans le même dossier qui est HTML plus CSS. Là, c'est bon. Si on revient et on clique ici, ça nous ramène sur notre page à propos. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer à la page index ou à la page d'accueil? Donc, je peux aller également dans ma page à propos et je mets un lien qui s'appelle un lien secret avec la balise A. Cette fois-ci, je mets le nom du fichier HTML que je voudrais que lorsque quelqu'un clique sur le lien, ça le ramène vers là. Donc, le nom, c'est index.html. N'oubliez pas l'extension. Je dis rentrer à la page d'accueil. Super. Si je reviens là, je clique ici, je peux voir un lien qui dit rentrer à la page d'accueil. Si je clique, ça me ramène à la page d'accueil. Donc, basiquement, c'est comme ça qu'on ajoute un lien à une page HTML ou à des pages HTML, ou c'est comme ça qu'on lit les pages HTML entre elles. Cette fois-ci, il va nous falloir voir comment peut-être ajouter un lien qui va, un lien absolu, qui veut dire un lien qui part dans une autre page, mais qui est hors de notre site. Cette fois-ci, on va essayer d'aller créer un lien qui nous ramène à la page Google. Aller à Google. Cette fois-ci, il faut mettre l'URL de la page Google. L'URL peut être quoi? Google.com. Et si nous on voit, il s'agit de cette URL. Et lorsqu'on copie ça, on met ici. Vous voyez bien que c'est HTTPS qui est HTTPS www.google.com. Ça, c'est un lien absolu parce que le lien s'il ne refait à aucune page dans notre site, dans notre structure, depuis qu'on est en train de créer les fichiers et tout. Donc, ça part dans un site complètement externe. Si on rentre là dans notre page, vous pouvez voir bien aller à Google. Si je clique là, ça nous ramène à la page google.com. Super, mais sauf que ça a fermé la page à laquelle on était. Comment on peut faire pour que lorsque vous cliquez, ça ouvre plutôt dans un nouveau onglet? Donc pour cela, vous ajoutez encore un autre attribut HTML qui s'appelle target et vous mettez une valeur, la barre de 8 blanc, underscore blanc. Donc cette barre de 8, généralement ça s'appelle underscore, ou c'est la barre du bas, donc ça s'appelle underscore. Donc vous mettez blanc et directement si vous revenez ici, vous cliquez là, vous voyez que ça ouvert dans un nouveau onglet, ou c'est un nouvel onglet. Donc vous voyez que vous ne perdez pas votre page et vous pouvez facilement y rentrer dessus. Bon, autre chose à noter, notre page ici est trop touffue. Je vais dire, nos deux liens ici sont collés côte à côte. Il faut qu'on essaie de créer un vide pour mieux voir que c'est deux liens bien différents. Donc, comment on peut le faire? Si vous vous rappelez, créer du vide, on peut mettre de l'espace à partir des bordures d'un élément, comme cet élément. Si vous comprenez bien, je vais essayer de mettre d'abord une classe ici, que je vais appeler à propos. Lien à propos. Généralement, on utilise beaucoup les classes ou les attributs classes pour pouvoir sélectionner un élément HTML. Donc, je vais ici mettre lien Google. Et vous pouvez bien voir que je les nomme en utilisant un tiret quand il y a déjà deux mots, le mot lien et le mot Google. Vous pouvez aussi utiliser la nomination avec ce genre ou peut-être comme ceci.
Donc, ça dépend de vous, mais j'aime plus en utilisant le tiret ainsi. Donc, si je rentre ici dans mon CSS et que j'essaie de sélectionner la classe, l'élément avec la classe lien Google, et je lui donne ce qu'on appelle un background pour que vous voyez quelque chose. Background color, non, ou même background tout simplement, je dis red. Je viens de lui donner une couleur de fond rouge, quoi, à notre lien Google. Si vous regardez cette fois-ci, je viens bien de matérialiser notre lien Google et vous voyez bien que ça forme plutôt un rectangle. C'est évidemment ça que je voulais vous montrer. Tout élément HTML, un élément HTML, c'est la balise ouvrante, la balise fermante. Donc, je veux bien dire, c'est la balise ouvrante, oui, comme ici, ça c'est la balise ouvrante, la balise fermante et peut-être tout attribut qui est dedans et du contenu qui se retrouve à l'intérieur. Donc, comme par exemple ici, si vous regardez bien, ça c'est la balise fermante, ça c'est la balise ouvrante et le contenu est bien là à l'intérieur. Allez à Google et nous avons jusqu'à 3 attributs, 1, 2 et 3. Donc, ces éléments, tout ceci forme ce qu'on appelle un élément HTML. Et pourtant, ceci forme ce qu'on appelle une balise HTML. Donc, je crois que la nuance est bien claire maintenant. Vous voyez que tout élément HTML, c'est un bloc. Si j'essaie de mettre, par exemple, également ici, vous allez voir que ça va toujours former un bloc. Donc, regardez le premier paragraphe de notre page. Je vais lui donner une couleur de fond pour que vous identifiez bien. Donc, si je mets là, classe, je dis P1 pour dire paragraphe 1. Je viens ici, je dis point P1 et je dis background, blue. Voilà, je donne un background bleu. Vous allez voir quelque chose. Vous voyez bien que ça délimite ça comme un rectangle. Donc, cette fois-ci, je voudrais vous montrer qu'on va créer le vide à partir de l'extérieur. Ça veut dire à partir d'ici, en allant de l'extérieur, à partir d'ici, de tous les contours, en allant de l'extérieur avec margin. Et si on crée à l'intérieur, c'est à partir des bordures-ci, en allant vers l'intérieur. Donc, je vais utiliser lien Google. Je mets, si vous regardez bien, notre lien Google est positionné à la droite de notre lien aller à la page à propos. Donc, on pourra facilement mettre un espace extérieur gauche, donc du côté gauche-ci, donc margin left, comme vous pouvez bien voir ici. Si je mets margin left, je peux lui donner un margin left par exemple de 20 pixels. Et si vous revenez directement, vous voyez, ça a créé un vide à partir des bordures gauche. Donc, si je mets un margin left, un padding left maintenant, vous allez voir que ça va créer un vide, mais à partir de l'intérieur de la boîte rouge en question. Donc, si je mets là, padding, c'est padding left, je mets peut-être aussi 20 pixels. Regardez bien. Vous voyez, ça vient de créer cet espace à partir du bordure-ci. Donc, par défaut, les bordures sont déjà là. Et l'élément forme un rectangle. Donc, je vais juste supprimer ça. C'était juste pour illustration. Et je peux maintenant supprimer le vide, notre fond. Donc, vous voyez bien que nos deux liens sont bien séparés. Et ceci ouvre dans un nouveau onglet. Tandis que ceci ouvre sur la même page. Donc, mais on peut quand même rentrer là. Là, on vient de finir également avec les liens. On peut même créer des liens qui sont plutôt des images. Oui. Donc, si je reviens ici, au lieu que mon lien, par exemple, je crée un troisième lien qui est juste avec la balise A et je mets là à l'intérieur, je crée une balise image.
vous voyez bien que la balise image, cette fois-ci, c'est une balise exceptionnelle parce que ça ne s'ouvre pas et ça se ferme. Donc, il n'y a pas la balise fermante, c'est tout juste une balise ouvrante. Cette fois-ci, je vais essayer de mettre la source qui est la localisation de l'image en question dont on voudrait afficher. Pour l'instant, on n'a pas d'image, mais dans nos assets, il nous faut ajouter dossier ici, asset. Je vais essayer de créer un autre dossier qui s'appelle image avec S. Voilà, super, tout est bien structuré maintenant. Ici à l'intérieur il n'y a rien, donc je fais comment pour ajouter des images. Si je rentre ici à la racine de mon projet, ici je vois mes 3 images dont j'aurais besoin pour des illustrations. Pour notre coup ici, j'ouvre le dossier et j'ouvre asset, j'ouvre image, je les copie tout cela. Voilà, les images sont bien là. Si on rentre dans notre VS Code, on peut bien voir les images. Voilà, pour mettre notre image, nous sommes ici. On voit qu'il faut d'abord entrer dans un dossier qui s'appelle Asset. Et dans le dossier Asset, il y a un autre dossier qui s'appelle Image. Et c'est dans le dossier Image qu'on pourra facilement accéder à notre... Pour cela, je peux mettre ./ Et vous pouvez voir que l'éditeur de texte me propose déjà les dossiers qui sont à partir de la racine. Donc, ça veut dire à partir de notre fichier index. Je pars ici. Et puis, je vois encore notre dossier et c'est de ça qu'il s'agit. Si nous rentrons ici, on peut bien voir que notre lien est là. Oups. Sauf que cette jolie demoiselle ou madame est assez grande. Il faut diminuer. Mais dans tous les cas, c'est un lien. Donc, pour cela, on va utiliser un attribut HTML qui nous permet de diminuer la taille de l'image en question. Donc, je vais changer la largeur et mettre tout simplement 32 pour 32 pixels. Et si on revient, vous voyez que ça devient tout petit. Là, notre image est bien là et c'est cliquable. Si nous, on veut créer une autre page qui s'appelle, cette fois-ci, on va créer une page qui s'appelle image.html. Et à l'intérieur, on va mettre des images. Ici, la première des choses, il faut commencer par mettre encore le point d'exclamation pour générer la structure basique d'un projet, d'un document HTML. N'oubliez jamais ça. Et ici, on met un titre pour H1, nos images. Si nous, on rentre ici dans notre index, il va nous falloir référencer la localisation de notre dossier image. Donc, pour ça, j'appelle ça image.html. Donc, vous pouvez bien voir que j'ai image.html. Donc, si je clique cette fois-ci sur l'image, ça va me renvoyer à la page où nous avons créé pour localiser nos images. Voilà. Parlant des liens, nous avons oublié un détail ou un type de lien qui nous permet de créer un lien sur la même page. Donc, par exemple, généralement, vous savez qu'il y a certains types de pages où vous pouvez cliquer ici, ça vous ramène quelque part plus bas sur la page. Donc, on va essayer de créer ça. Ou peut-être vous êtes plus bas, loin au fond de la page, et il y a un bouton qui dit aller vers le haut ou aller au début de la page. Vous cliquez là, la page remonte jusqu'au début. Donc, nous allons pouvoir créer ces liens-là en utilisant... Commençons déjà par changer ceci en lien tout court. Et on peut en retirer parce qu'on n'a pas besoin. Donc, si on modifie cette classe en lien tout court, on revient ici. Et on vient sur le CSS, on change ça en lien. Là, on aura quand même un peu des espaces. Voilà, c'est bien espacé. Là, cette fois-ci, on va d'abord commencer par ajouter beaucoup de texte et pouvoir défiler jusqu'à ce niveau-là. Donc, pour ça, je vais ici et je mets encore un autre P. Je mets cette fois-ci Lorem 300 et je vais aller là, je mets un titre comme H3 par exemple, H3. Je mets un lien du milieu, et là je mets encore un peu de texte après ça. Lorem P, allez, ouais,
P et je mets un lorem 100. Donc maintenant pour le lien du milieu, je vais mettre quelque chose qui s'appelle ID pour pouvoir identifier cette partie et j'appelle ça lien milieu. Lien milieu. Donc là, cette fois-ci, je peux aller au début de la page et je crée ce lien-là en question. Je mets juste A et je dis, cette fois-ci, au lieu de mettre le nom de la page, au lieu de mettre le nom de la page du fichier HTML, je veux plutôt référer à un ID. Donc pour ça, je mets dièse et je mets lien milieu. Et là, c'est tout. Aller au milieu de la page. Là, c'est tout. Et pour que ce soit bien espacé, je mets une classe qui s'appelle lien. Et là, on a tout. Donc, si je clique ici, directement, vous allez voir que ça va défiler jusqu'à le titre milieu là. Vous voyez bien, c'est le titre ici en question. C'est le titre là en question. Et comme il n'y a pas assez de contenu, c'est pour ça. Donc, si on met plus de contenu, ce serait plus intéressant. Par exemple, si je crée encore un autre paragraphe, qu'est-ce que j'ai fait? Avec P, je dis lorem 300 et je reviens à la page. Je clique ici. Vous voyez que le lien, c'est ça ici, lien du milieu. C'est ça ici. Donc, si je mets maintenant un dernier lien pour dire aller au départ, ça c'est une sorte de lien qui dit souvent go top. Donc, je mets A et je mets un lien qui dit ça va au début de la page. Généralement, on met tout simplement le dièse et c'est tout. Aller au début de la page. Aller au début de la page. Si je reviens là, je vais ici, je suis au fond. Si je clique là, vous voyez que ça me renvoie au début de la page. Donc, et c'est justement ça. Là, on a fini avec les liens. Passons maintenant aux images. Super. Donc, prochain cours, nous allons parler des images. Donc, si nous, on veut parler des images, on part dans notre page qui s'appelle nos images. Et c'est ici à l'intérieur qu'on va essayer de jouer avec les images. Donc, nous sommes ici. Et on va commencer par mettre notre tout premier image avec la balise IMG. IMG, vous voyez qu'il y a deux attributs. Le premier attribut, c'est SRC qui s'appelle source, qui veut dire on donne la référence où le fichier image est localisé dans notre projet. Généralement, c'est toujours soit des liens, un chemin relatif, qui veut dire relatif à notre projet, c'est quelque part dans notre projet, ou un chemin absolu, donc qui vient d'un fichier image complètement hors de notre projet et généralement d'une autre page web. Donc pour cela, nous savons bien que toutes nos images sont d'abord dans le dossier asset et avant le dossier image. Donc si nous on commence à la racine de notre projet, on met asset, on met la image et on va ici, on va pouvoir aller comme ceci. Ou disons, on va pouvoir mettre déjà cette image-ci qui s'appelle Beauty, comme on l'a déjà fait précédemment. Vous voyez, ça s'affiche très bien et c'est cette Beauty Woman. Donc, vous allez vous demander l'attribut alt. C'est quoi? C'est comme on pointe dessus. This attribute define an alternative text describe of the image. Donc, c'est pour mettre le texte alternatif au cas où l'image ne s'affiche pas. Et on met ici une jolie demoiselle. Donc, ou une jolie madame ou quoi que ce soit. Donc, là, vous n'allez rien voir.
Et maintenant, imaginez où il y a un problème avec la connexion et l'image ne parvient pas à s'afficher. J'ai changé expressément quelque chose sur le nom de l'image, ça ne va plus s'afficher. Vous voyez, une jolie demoiselle. Donc, c'est le texte qui va s'afficher s'il y a un problème au cas où l'image ne s'affiche pas. Donc, et c'est pour ça qu'on met ce alternative. Il y a également autre chose pour donner toujours plus de détails à une image qui s'appelle, c'est une attribut qui s'appelle title. Et à l'intérieur, on met plus d'informations concernant toujours l'image en question. Plus d'infos concernant l'image. Donc, si on revient là, vous allez voir que ça ne s'affiche pas. Mais si vous voulez voir vraiment ça, il faut pointer sur l'image et ça va essayer de pop-up. Comme vous allez voir. Voilà, vous voyez, c'est là. C'est ça. Donc, si je quitte là, je reviens sur l'image, ça s'affiche. Donc, ça nous donne plus de détails concernant l'image. Et comme on a précédemment vu, on peut modifier la taille d'une image en utilisant deux types d'attributs. Width, qui est la largeur de l'image. Je peux lui donner par exemple 200 pour 200 pixels. Et directement, l'image en largeur devient 200 pixels. C'est parce que notre image est carrée. On peut également lui donner une hauteur, généralement appelée height. Et si on donne aussi 200, c'est bon. Ça marche bien. Si je donne maintenant 100, qu'est-ce qui va se passer? Oups, notre image perd complètement la qualité, c'est dégradé, ce n'est plus joli quoi. Donc, pour cela, c'est conseillé de donner plutôt soit la hauteur, soit la largeur. Si vous voulez que l'image soit à 100, donc que l'image se réajuste à base de la hauteur, il faut juste retirer la largeur et automatiquement ça va redimensionner la largeur de l'image en se basant sur la hauteur que vous avez donnée de telle façon que l'image garde toutes ses propriétés. Si je mets là par exemple 300, l'image revient à 300 et ça garde la longueur et la largeur qui est adoptée pour que l'image s'affiche bien. Maintenant, c'est pas souvent trop. Généralement, on met ceci juste au cas où notre navigateur est en train de charger le contenu de notre page HTML. Ça réserve cet espace. C'est pas recommandé d'utiliser le height 8 pour pouvoir dimensionner une image. Donc, généralement, on le met juste pour aider le rendering. On appelle ça le rendering de la page lorsque c'est en train de charger notre page HTML. Par exemple, si je fais ça, vous allez voir quelque chose. Ici, ça ne se voit pas bien, mais dans d'autres types de navigateurs, ça se voit. En fait, parce que ça réserve un espace de 300 mètres, de 300 pixels. Si nous, on revient ici, on a presque parlé de tout concernant l'image. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe lorsque on veut modifier une image à partir du CSS? On va juste mettre une classe et on met par exemple notre image, ou on peut mettre beauty. Là, au niveau du CSS, on va juste utiliser cette classe qui s'appelle beauty et on va lui donner une height. Cette fois-ci, on est obligé de donner l'unité de mesure. Dans le CSS, on est obligé de donner si height c'est en pixels ou c'est en pourcentage ou en quoi. Donc, et automatiquement, ça donne ceci. Si on rentre là, j'espère que non, ça n'affecte pas notre page parce que en réalité nous n'avons pas importé notre fichier style.css dans notre fichier HTML image. Donc je viens ici, je mets encore lien comme vous vous rappelez et je dis la page image se retrouve à quel niveau de mon fichier style.css. Il faut d'abord entrer dans le dossier asset. Et de là, on entre dans
CSS, je veux dire CSS. Et dans CSS, on entre dans style.css. Là, cette fois-ci, l'image garde maintenant la hauteur de 250 et automatiquement, ça redimensionne la largeur. Là, c'est bon. On peut également donner les bordures à une image à partir, donc, en fait, on met border parce que tout élément HTML, tout élément HTML est un rectangle. Donc, si je mets là solide et je mets par exemple 5 pixels et je mets la couleur peut-être violet, on a quelque chose de ce genre. Vous voyez bien que nous avons déjà les bordures de notre image. On peut bien casser les bordures, donc rendre ça un peu rond. On met une autre propriété, c'est ce qui s'appelle border radio. Border radio, vous donnez toujours une dimension à quel rayon, donc à quel est le rayon de l'art de cercle dont on voudrait utiliser pour rendre les bords de l'image rond. Je dis peut-être 30 pixels. Et subitement, vous voyez que notre image a été, les bordures ont été arrondies à 30 pixels. Donc, ces bordures, parlant des bordures, on peut peut-être donner les bordures, border, je veux dire, border top, bordure top left, on peut lui donner peut-être 50 pixels. Ça, c'est le bordure du haut du côté gauche. On lui donne un 50 pixels qui est plus grand que 30 pixels, donc vous allez automatiquement voir que ici est plus cassé, ou peut-être si on met 100 pixels pour que vous voyez bien, c'est plus cassé. Donc justement, vous pouvez utiliser ces propriétés pour mieux restructurer comment vous voudrez que votre truc soit. Par exemple, je peux dire border bottom. Bottom, c'est pour le bas. Top, c'est pour le haut. Left, c'est pour la gauche. Cette fois-ci, c'est right. Donc, bordure du bas du côté droit. Je lui donne aussi 100 pixels. Ça donne quelque chose de ce genre. Voilà, je crois que c'est compris et on peut passer à autre chose. Si on a une autre image dont on voudrait plutôt que ça occupe tout le fond de la page. Si je mets ceci par exemple dans un div avec une classe qui s'appelle background image ou page background bg fond d'écran, voilà quelque chose de ce genre. Et ici à l'intérieur on a ça. Si je prends fond d'écran, je viens dans le style, je dis je mets ça et je dis background. Vous vous rappelez que on a eu un background comme on utilisait les couleurs. On peut également utiliser une image comme la couleur, comme le fond du texte quoi. Donc si je mets ici URL cette fois-ci c'est pour spécifier le chemin de l'image. Et ici notre image est à partir d'où? Nous sommes dans le fichier CSS. Voilà, parfait. Nous sommes plutôt dans le fichier style.css. Il nous faut accéder aux images. Nous sommes d'abord censés quitter de ce fichier pour entrer d'abord hors du dossier. Pour le faire, on met d'abord deux points, on met slash. Et quand on fait ça, on peut maintenant voir l'image. Donc on entre dans image. Et quand on est dans image, on peut prendre peut-être cette image-ci. Et si vous revenez à l'écran, vous allez voir quelque chose de ce genre. Vous voyez que cette image, en ce moment, devient l'image de fond. Et ceci est toujours là, mais l'image est au fond. Et si nous rentrons dans notre truc et qu'on met peut-être du texte, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Je ne sais pas comment j'ai copié ça. Bon,
Là, je sais pas, j'ai fait un compte et j'ai perdu l'image qu'on a stylisée récemment. Donc, je vais mettre un petit lorem de 100. Et si on rentre là, vous voyez. Ah là 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 là. Lorem 100. Voici le texte en question. Le texte est là. Si on met le texte en blanc, on pourra mieux voir. Et ainsi de suite. Donc, on a vu comment mettre une image comme background. On peut également utiliser une image comme... on peut ajouter plus d'informations sur une image en mettant ce qu'on appelle une figure. C'est toujours une balise HTML. Et à l'intérieur, on met l'image. Maintenant, on spécifie toujours... notre image est là. Mais sauf que l'image est trop large. Il faut commencer par diminuer beaucoup la largeur à 100 pixels. Non, pas 100 pixels, disons à 500. Et ça nous donne quelque chose de ce genre. Si en ce moment, on veut ajouter plus de texte à part le texte titre, à part le titre et le texte alternatif, deux copains et peut-être un titre plus pour y mettre plus d'infos. Jusque là, c'est pas encore ce qu'on veut. Je vais mettre quelque chose qu'on appelle caption. Donc, le caption nous permet figure caption. Ça nous permet de pouvoir toujours ajouter plus d'informations. Donc ici on dit notre texte de caption. Et si on revient là, voici le texte en question. Et ce texte est attaché à cette image. Généralement, c'est pour aussi le SEO et tout ça. Donc, c'est aussi une autre façon de le faire. Si j'ai bien utilisé le thème. Voilà, c'est ça. Et la dernière chose, c'est des nouveaux features du HTML5 qui s'appelle Picture. Picture te permet en réalité de pouvoir créer une image qui est responsive, une image qui a plusieurs sources. Par exemple, tu peux dire dans un mobile et dans un grand écran comme l'écran de mon ordinateur actuellement, je ne peux pas utiliser la même image, sinon l'image reste la même en termes de poids, ça pèse 1 méga, que ce soit le chargé dans le mobile et pourtant l'écran du mobile est plus petit. Si on diminue la taille de l'image, certainement, si on diminue les dimensions de l'image, certainement, pour que ça affiche bien dans l'écran du mobile, la taille va diminuer et ça va être plus efficace en termes de performance concernant par exemple le temps de chargement et le SEO et tout ça. Donc il y a ce nouveau feature qui s'appelle Picture et Picture te permet par exemple de spécifier les sources. Ah non, les sources. Donc et à l'intérieur tu mets par exemple les médias comme ceci. Le média, peut-être on peut dire max. Si l'écran a une taille maximale de peut-être 768 pixels,
il faut utiliser cette image. L'URL de l'image, c'est quoi? On peut bien spécifier asset / image / peut-être cette image Elena. Donc je vais dire cette image Elena Lopez. Mais sauf qu'il y avait une autre version qui était plus petite. Voilà, SM. Elena Lopez-SM. Voilà. Ça, c'est au cas où nous sommes dans des petits écrans qui ont une taille maximale de 768. Et si on revient ici, maintenant, pour le cas où une image est l'écran où le contenu s'affiche est plus grand que 768 ou disons 769. Là, je dis maintenant pour un écran minimum de 770 par exemple, donc juste supérieur à ceci, on utilise plutôt cette image qui est plus large. Et la dernière chose qu'il faut ajouter, c'est la balise de l'image même. Et en ce moment, on met toujours la référence de l'image que nous utilisons. Pour ce cas, je vais utiliser mon image par défaut. Donc, si vous faites ceci, ça marche bien. Je vais mettre un peu du texte pour pouvoir délimiter picture. Et ici, c'est figure. Donc, si je rentre là sur ma page, vous voyez bien mon image. Et ici, ça, c'est notre image qui est bien large. Ça, c'est parce que nous sommes dans un écran qui est large. Regardez maintenant, si nous, on diminue la taille de l'écran, vous voyez que quelque chose a changé. Vous voyez que même ici, il n'y a plus la barre de défilement parce que ça utilise maintenant cette image qui est petite parce que nous sommes déjà à une taille. Si je vais ici, je vais vous montrer bien de quoi je parle. Il y a ceci qui vous permet de pouvoir mieux vérifier la taille. Vous voyez la taille, nous sommes à 400 pixels. Dès que je vais monter, comme nous sommes à 400 pixels, l'image qu'on utilise c'est ça. Et voici l'image. Donc si je monte jusqu'à 700 et poussière, l'image va changer. Vous voyez 771. Quand je suis à 766, la taille reste la même chose. 767 c'est la même chose. 69, 68 c'est la même chose. 69 c'est la même chose. Dès que je suis à 70, là on quitte. Dès que je suis à 70, là on quitte de 79 à 70 et directement c'est une autre source d'image qui est utilisée. Donc regardez, l'image devient franchement large. Et c'est franchement large. Donc, vous pouvez redimensionner vos images selon ce que vous êtes en train de vouloir obtenir comme résultat et tout ça. Donc, c'était déjà pour vous montrer comment on peut utiliser toujours du HTML pour créer plusieurs sources d'images et ça joue beaucoup en termes d'optimisation du code. Voilà, je crois que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir concernant les images. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas de partager, liker, abonnez-vous à la chaîne. Et prochain tuto, nous allons parler des formulaires. C'est ainsi que nous sommes à la fin de cette première partie du crash course qui est un cours complet sur HTML et CSS. Donc, posez des questions s'il y en a, partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Surtout, dites-moi ce que vous aimeriez que je travaille dessus comme prochain tutoriel.